Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche économique dont voici les titres. Amélioration des crédits des banques en 2022 au Togo. Dans cette édition, nous allons en parler avec les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Prévision de croissance économique mondiale, le Fonds monétaire international FMI revoit sa copie face aux réalités de l'heure. Enfin, entretien de cette édition, économie sociale et solidaire, enjeux et défis. Voici les alternatives, ce que propose cette économie face à la vie chère. Dans cette édition, nous allons en parler avec un expert à la matière. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de ce soir. Merci de votre fidélité surtout. Je vous le disais tout à l'heure, pour d'autres explications par rapport à l'économie sociale et solidaire, nous recevons ce soir sur ce plateau Monsieur Maouko Anani Ekuoro. Il est ici, il est expert, analyste. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Thibault. Comme je le disais tantôt, dans cet entretien, vous verrez ce que Ecosol propose face à la vie chère. Le journal de l'économie de ce mardi 10 mai 2022, voilà, eh bien, c'est parti. C'est confirmé par les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Après une dégradation du portefeuille de crédit des banques en 2020, la tendance haussière a été constatée déjà en janvier 2022, après des signaux précurseurs observés en 2021. La barre des 1606 milliards de francs CFA a été franchie. Les détails avec Sandra Aziabwe. Suivez. La descente en enfer du portefeuille de crédit des banques et établissements financiers du Togo appartient plus ou moins au passé. Déjà en janvier 2022, la tendance sur la pointe de l'amélioration observée en 2021 s'est concrétisée davantage avec de nouvelles performances. Si l'encours des crédits nets accordés à l'économie en augmentation a franchi la barre de 1606 milliards de francs CFA en janvier, les crédits bruts en souffrance ont baissé de 18% pour tomber à 209,4 milliards de francs CFA, reflétant les efforts de recouvrement des institutions financières alors que l'activité économique se remet peu à peu des contre-coups de la Covid-19. Les créances ou crédits en souffrance étant au sens de l'UEMOA et pour les emprunteurs non souverains, des créances échues depuis plus de 3 mois mais dont le recouvrement final sans être compromis ne peut être effectué immédiatement. Ainsi favorisé par le repli de ces prêts non performants, le taux brut de dégradation du portefeuille, rapport entre les créances irrécouvrables et le total des crédits à l'économie, est passé successivement de 16,1% en janvier 2021 à 14,9% en décembre de la même année pour tomber à 11,9% en janvier 2022. L'amélioration continue de cet indicateur qui est censé mesurer la quantité de crédits accordés par les banques paraît comme le fruit des efforts d'assainissement amorcés dans le secteur financier vu cher du gouvernement. Rappelons que selon les données, les banques font de plus en plus preuve de prudence et d'anticipation, en témoigne le niveau de couverture des crédits bruts en souffrance par les provisions constituées. Ce ratio s'est redressé en atteignant 73,4% en décembre 2021 avant de se consolider autour de 70,5% un mois plus tard. Même constat au niveau des systèmes financiers décentralisés SFD où une augmentation de 30% a été constatée après une stagnation un an plus tôt. Gisèle Kozona, Karine Olanlo pour les précisions. Suivez. Les crédits accordés aux acteurs économiques non encore remboursés par les microfinances ont augmenté de plus de 30% à 249 milliards de francs CFA en 2021 après avoir stagné un an plus tôt en raison de la crise sanitaire mondiale du Covid-19. Cette amélioration intervient dans un contexte marqué par la reprise progressive des activités qui avaient été impactées par la pandémie du Covid-19. La même tendance haussière, selon la BCEAO, est observée en Côte d'Ivoire, plus 27,6%, au Burkina Faso, plus 23,4%, au Bénin, plus 35,4%, au Mali, plus 31,9% et au Sénégal, plus 8,5%.
Au total, les microfinances du Togo ont ajouté 600 000 nouveaux membres à leur base clientèle au cours de l'année. Le nombre de membres a ainsi atteint 3,7 millions de clients fin décembre 2021. Cette confiance continue des clients s'est ressentie sur les dépôts. Le montant des dépôts collectés a augmenté de 68 milliards de francs CFA, soit une progression de 29,5%. Mais les épargnants restent circonspects dans leur exposition, préférant recourir aux dépôts à vue. À l'échelle régionale UMOA, les dépôts à vue sont prépondérants avec une part de 57,3% du total des dépôts. Les dépôts à terme et les autres dépôts constituent respectivement 21,1% et 21,6%. En outre, l'épargne mobilisée par les SFD a été constituée à hauteur de 48,7% par les hommes, 26,9% par les femmes et 24,4% par les groupements selon les détails de la BCEAO. Baisse des créances en souffrance. Après avoir explosé en 2020, en raison de la crise sanitaire, les crédits accordés aux clients et restés non remboursés ont baissé en 2021, passant de 14,7 milliards de francs CFA à 12,5 milliards de francs CFA. Elles ne représentent désormais que 5% de l'encours des crédits contre 8,3% en 2020. Avec les 115 systèmes financiers décentralisés SFD, le Togo est l'un des pays de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA où la culture de la microfinance est la plus ancrée. Une culture dont la jeunesse se trouve dans la politique de l'inclusion financière voulue par les plus hautes autorités du pays. Le Togo, par cette performance, détient le deuxième effectif de nombre derrière le Sénégal et devant la Côte d'Ivoire malgré la petite taille de sa population. Les actifs du secteur ont franchi la barre des 260 milliards de francs CFA en 2020, faisant du Togo le quatrième actif dans l'UMOA. Voilà le mot lâché, inclusion financière. Même avec cette amélioration à tous les niveaux constatés, véritable socle pour cette inclusion financière, les performances se voient perturbées par le phénomène de la vie chère. Presque tous les produits, surtout les produits de première nécessité, se vendent à coup d'or. Une situation à laquelle l'économie sociale et solidaire tente de trouver des alternatives, mieux des approches de solutions. Les 25 et 26 mars dernier, un forum a été organisé à cet effet avec la participation effective des institutions de microfinance et d'autres acteurs qui évoluent dans le dit secteur. Et je le disais tantôt en titre, nous recevons ce soir sur ce plateau un expert, un analyste, un expert en économie sociale et solidaire à la personne de M. Maoko Anani Ekouoro. Il est sur ce plateau. Nous voulons lui demander d'amples explications par rapport à cette économie, ce que cette économie propose comme solution innovante face à la vie chère. Monsieur Ekouoro, ma première question serait de savoir quels sont les objectifs que ce forum FECOSOL s'est fixé. Merci beaucoup, M. Toublo. Le Forum de l'économie sociale et solidaire FECOSOL s'est fixé comme objectif de vulgariser le concept de l'économie sociale et solidaire. Et cet objectif a été largement atteint. Et nous avions espéré toucher 250 participants et les résultats nous ont montré 305 participants à ce forum. 305, plus de 120% d'objectifs. Et le second objectif de ce forum, c'est de susciter l'engagement des participants et également au niveau des autorités de pouvoir mobiliser les acteurs étatiques autour de ce concept qui est aujourd'hui une alternative viable au modèle économique africain. Donc, cet objectif aussi a été atteint parce qu'aujourd'hui, le processus qui a été lancé pour créer un cadre légal pour cette économie va en bon train. Et le troisième objectif, c'est vraiment de créer un cadre de rencontre et d'échange autour des problématiques sociaux et économiques au niveau local. Tout à fait. Voilà. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, les perspectives de développement de cette économie, on peut les savoir au Togo? Oui, les perspectives au niveau du Togo, elles sont bonnes, puisque, je le disais tantôt, pour
faire une bonne promotion de ce modèle économique, il faut un cadre légal, il faut un cadre législatif pour savoir qui sont les acteurs, qui fait quoi, comment et où. Donc, c'est le premier point et le point de départ pour que cette économie-là prospère et que cette économie-là puisse vraiment donner les résultats tant attendus. Donc, le cadre légal est en gestation et nous travaillons main dans la main avec le gouvernement pour que ce cadre légal-là soit adopté et que tous les acteurs de cette économie au Togo puissent travailler ensemble pour régler les problèmes sociaux et économiques que nous rencontrons. Et monsieur l'expert, je le disais tantôt, aujourd'hui, sur toutes les lèvres, c'est le phénomène de la vie chère. Ce n'est pas propre qu'au Togo, bien sûr. Oui. Et à travers l'économie sociale et solidaire, quelle approche de solution vous proposez concrètement pour faire face à ce, je ne sais pas si on peut l'appeler fléau ou bien... Non, l'économie sociale et solidaire est reconnue comme une solution adaptée aux problématiques de la production locale. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, plus souple. Aujourd'hui, quand vous ne produisez pas, vous subissez. Tout à fait, tout à fait. Oui. Donc, la crise de Covid-19 nous a montré que les pays qui ont su résister, ce sont les pays dont le développement est orienté endogène. C'est-à-dire qu'ils produisent ce qu'ils consomment et ils consomment ce qu'ils produisent. Oui. Donc, l'économie sociale et solidaire a pour ancrage le développement à la base. Donc, la solution que l'économie sociale et solidaire apporte, c'est d'orienter tous les facteurs de production et de les concentrer au niveau local. C'est ça. Pour que à demain, que nous mangeons, que nous puissions le produire. Nous-mêmes. Nous-mêmes. C'est ça. Que le veille que nous mangeons, que nous puissions le produire nous-mêmes. Que le haïmol que nous mangeons, que nous puissions le produire nous-mêmes. Et c'est la particularité de cette économie qui est orientée développement endogène. Si je comprends bien, ce n'est pas aussi l'un du consommer local que le gouvernement met en place quelque chose comme justement, c'est parce que le gouvernement est dans une dynamique de consommer local, produisons local, que l'économie sociale et solidaire aujourd'hui trouve un écho favorable auprès des autorités. Tout à fait. Et voilà pourquoi nous pensons que ça, c'est une économie qui donne beaucoup d'espoir pour vraiment nous apporter des solutions adaptées à nos besoins. Tout à fait. Et lors de ce forum, il y avait eu des projets qui ont été présentés. Oui. Et un projet particulier a retenu votre attention, c'est-à-dire l'attention des experts lors du FECOSOL. Je vais parler de Ravraco, présenté par la COP ISEC. Quelles sont les raisons qui ont motivé le choix de ce projet pour bénéficier d'un accompagnement du comité FECOSOL? Le projet Ravraco, c'est un projet qui a retenu l'attention des membres du panel pour deux critères principaux. Le premier critère, c'est la cible du projet. La cible du projet Ravraco consiste à régler des problèmes économiques auprès des femmes qui sont dans la micro-entreprise, les femmes vendeuses dans la rue, dans le marché, celles qui font vivre le quartier au quotidien et qui sont certainement victimes de la crise de Covid-19. Donc c'est la cible qui a été très pertinente pour nous, puisque nous disons que l'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui est orientée développement à la base. Tout à fait. Voilà. Donc le premier critère, c'est la cible. Le second critère, c'est l'impact économique et social que le projet propose comme solution. C'est-à-dire, on a parlé de l'inclusion financière. Ces femmes, nous le savons tous, font vivre le quartier, font vivre le village, mais malheureusement ne sont pas intégrés dans le circuit financier classique. Classique, oui, tout à fait. Et le projet Ravraco se donne comme objectif de pouvoir s'intéresser à leur activité, analyser l'activité, voir quel est le besoin, parce que très souvent on parle de problèmes de financement. Oui, parce que c'est un secteur qui est plus ou moins abandonné, parce que les banques classiques n'aiment pas donner de l'argent. Parce que c'est un secteur qui constitue beaucoup de risques, parce que la femme ou les femmes même, ou les vendeuses même, ne maîtrisent pas leurs facteurs de production. Tout à fait, oui. Vous voyez? Donc ça constitue beaucoup de risques, et c'est là où nous louons le projet de Ravraco, qui veut s'intéresser à ces acteurs de l'économie et qui sont un peu des laissés pour compte, on peut le dire. Oui, parce que déjà, dans certaines de leurs activités, on les avait vus dans le marché pilote
Bossimé. On était S'entretenir avec les bonnes femmes. Et puis dans le projet également, selon nos recherches, ils veulent financer, ils veulent accompagner une ferme de production de soja au niveau dans le Hao. Et puis également une ferme avicole au niveau de Vaughan. Donc peut-être c'est ces choix qui ont motivé. Tous ces projets, toutes les composantes du projet Ravaco sont louables. Sauf que nous voulons aller pas à pas. Et je pense que tous les projets sont orientés développement de la production locale. On produit local, comme ça on consomme voilà. local. Produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. C'est très important. Parce que si nous produisons, nous pouvons maîtriser les coûts. Tout à fait. Les coûts du dernier consommateur. Mais quand vous ne maîtrisez pas les facteurs de production et que ce que nous consommons vient de l'importation, dès qu'il y a une crise au niveau mondial, on fixe le ça prix directement le dernier consommateur. L'économie, au fait, les experts ont tellement complexifié les théories économiques qui fait que ça devient un peu illisible pour les décideurs. Illisible, vraiment. Or, elle se résume à 3 facteurs. Les facteurs de production, les facteurs de distribution et les facteurs de consommation. Donc, si vous voulez contrôler tous ces facteurs-là, il faut être en amont, au début du processus. Oui. Contrôler les facteurs de production. Comme ça, vous pouvez contrôler le coût du consommateur final, le coût que vous voulez que le consommateur final puisse acheter vos produits. Dès que vous ne produisez pas, que vous soyez même un État, vous êtes impuissant. Ah oui, on ne produit pas, mais vous subissez malheureusement aujourd'hui, on a constaté encore une augmentation des produits à la pompe. Oui, parce que nous ne produisons pas le carburant. Tant que nous ne produisons pas, les alimentaires, les huiles, tout ce qui échappe à notre circuit de production est susceptible d'avoir des flambées, d'avoir des coûts que nous ne contrôlons pas. Et malheureusement, c'est le consommateur final que nous sommes qui subissons. Donc, pour régler ce problème-là, je pense que nous devons orienter nos énergies, nos facteurs de production, que ce soit humaine, technique et en termes de connaissances, vers le développement de la production locale. Et c'est ce que l'économie sociale et solidaire est en train de vouloir promouvoir. Merci. Monsieur, on va revenir sur 2 aspects de la question. En attendant, nous allons faire un tour dans nos marchés de référence pour communiquer les prix indicatifs de certaines céréales à la population. Ce tour sera présenté par Eli Agba Nyandao. Suivez. Je disais tout à l'heure que nous allons faire un tour dans nos marchés de référence, histoire ou bien l'occasion de prendre connaissance des prix indicatifs de certaines céréales dans nos marchés de référence. C'est la mercuriale retirée auprès du Lansat, présentée ici par Eli Agba Nyandao. Les prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présentent comme suit. Le bol du maïs dans la région maritime est entre 750 et 800 francs, entre 650 et 700 francs dans les plateaux. Dans la centrale, le bol est à 700 francs. À Kara, il est entre 650 et 800 francs CFA et dans les savanes, le bol du maïs varie entre 550 et 700 francs CFA, soit une moyenne de 611 francs CFA. À présent, le prix du bol du sorgho. Dans la région maritime, le bol du sorgho est à 850 francs CFA. Dans les plateaux, il est entre 650 et 700 francs CFA. Dans la centrale, il est à 700 francs, entre 650 et 800 francs dans la Kara et dans les savanes, entre 750 et 800 francs CFA, soit une moyenne de 742 francs CFA. Le bol du haricot dans la région maritime varie entre 1900 et 2000 francs, dans les plateaux entre 1300 et 1400 francs, entre 1600 et 1700 francs dans la région centrale. Le bol du haricot dans la région de la Kara est entre 900 et 2100 francs et dans les savanes entre 1400 et 1600 francs CFA, soit une moyenne de 1550 francs CFA. Le bol du mil dans la région maritime est à 1000 francs CFA, entre 1100 francs et 1200 francs dans les plateaux, entre 1000 francs et 1100 francs dans la centrale, entre 1000 francs et 1900 dans la région de la Kara et dans les savanes, le bol du mil varie entre 800 et 1000 francs CFA avec une moyenne de 1052 francs CFA.
Et enfin, le prix du bol du Gari dans la maritime, il est à 1000 francs, entre 850 et 900 francs dans les plateaux. Il est à 800 francs dans la centrale et il varie entre 800 et 1100 francs CFA dans la Cara. Et dans les savanes, le bol du Gari varie entre 1000 francs et 1200 francs CFA, soit une moyenne de 975 francs CFA. C'était là les prix des céréales et du Gari sur les marchés de référence du Togo. Et comme vous pouvez bien le constater, ces prix peuvent connaître de légères hausses au niveau des marchés de quartier. Cela est dû aux frais de déplacement et certains frais connexes. Et par rapport à l'indice national harmonisé des prix à la consommation, retenez que les prix ont augmenté de 1,5% par rapport à mars 2022 et progressé de 7,5% par rapport à avril 2021. Par rapport à mars 2022, cette évolution est essentiellement due au renchérissement des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, plus 2,7%, et des produits du transport, notamment des carburants et lubrifiants, plus 12,8%. Sur un an, avril 2021, les prix se sont envolés de 14,3% pour les produits alimentaires, dont les pains et céréales, plus 18,9%, et les légumes, 11,1%. Sur la même période, les transports ont augmenté de 11,0%. Le taux d'inflation calculé sur la base des indices moyens des 12 derniers mois au niveau national s'est établi à 6,6% en avril 2022, après 6,2% le mois précédent, c'est-à-dire le mois de mars dernier. Monsieur Ekouro, je reviens à vous. Nous parlons tout à l'heure de l'accompagnement de l'économie sociale et solidaire. Quel type d'accompagnement bénéficie ce projet Ravako, dans sa première composante qui porte sur la question de vie chère? Tous les projets que nous avions sélectionnés bénéficient dans un premier temps d'un accompagnement technique. Et c'est la première phase d'accompagnement que nous offrons aux porteurs de projets. Et pour restructurer le projet, analyser le modèle économique pour qu'on puisse identifier les besoins et le type de financement qu'il faut. Voilà. Donc, les projets sélectionnés, y compris le projet Ravako, bénéficient actuellement d'un accompagnement technique parce qu'il s'agit d'un projet à fort impact social. Donc, la lucrativité de ce projet doit être contrôlée. Donc, c'est le premier aspect. Le second aspect va venir après l'analyse technique, après la restructuration. Nous allons maintenant aborder la question du financement et quel mode de financement. Et je pense que le porteur du projet, qui est un promoteur d'une institution de microfinance, la COPISEC, est déjà lui-même un financeur. C'est ça, tout à fait. Oui. Et nous, ce que nous pourrions apporter, nous sommes en train de vouloir introduire sur le marché des alternatives de financement qui sont adaptées au modèle économique, social et solidaire, qui sont des finances qu'on appelle la finance solidaire et qui ne visent pas la rentabilité, mais visent d'abord l'impact avant la rentabilité. Et la rentabilité même de ces financeurs, de ce financement est limitée par rapport au taux qui est proposé par le marché. Donc, quand une bonne femme qui vend à des mains, qui n'arrive pas à générer un certain nombre de bénéfices, on lui demande de payer 8%, 15% de ce qu'on lui a prêté, et la femme ne peut pas s'en sortir. Et c'est ce que nous avons constaté quand nous étions. C'est ce que nous avions malheureusement constaté quand nous étions dans le marché à Bossimé. Et on a compris que les femmes du marché se tuent pour nourrir la population. Parce qu'ils ont des commerces dont elles n'ont pas la capacité d'analyser la rentabilité de leur commerce. Mais elles sont sous le coup de payer le crédit à tout prix, quelle que soit la rentabilité de l'activité. Et ça fait que les femmes, on le sent, elles sont stressées, elles sont vraiment, en tout cas, dans un moment vraiment d'angoisse, et surtout quand elles ont une difficulté d'accès aux sources d'approvisionnement de leurs produits. Donc le projet Ravako va nous permettre de sélectionner un certain nombre de femmes et avec un certain nombre de produits que nous allons travailler sur un échantillonnage de femmes et à structurer leur business et voir quel accompagnement technique et financier on peut avoir. Les sur un certain nombre de périodes. Et c'est comme un projet pilote
Et dès que les résultats sont au point, nous pourrions maintenant passer à l'étape de la mise à l'échelle du projet. Merci, monsieur Kouoko. Je pense que vous avez peut-être un petit mot à l'endroit des téléspectateurs, un petit mot de fin. Non, je pense que la situation que nous vivons actuellement, la situation de la vie chère, touche tout le monde. Oui. Et personne ne peut se réjouir de cette situation. Mais comme je le disais tantôt, la situation échappe au contrôle des acteurs que nous sommes, y compris l'État et les consommateurs, puisque nous ne produisons pas grand-chose. Nous sommes sous la perfusion des produits importés. Et c'est malheureux. Et aujourd'hui, nous encourageons l'État à orienter sa politique vers le développement de la production locale. Et tous les efforts en termes de financement, et les acteurs qui sont dans les fermes, qu'on puisse trouver un accompagnement adapté pour pouvoir assurer une production locale qui nous permet de pouvoir vivre, même si on ferme toutes les frontières, même si on dit qu'il y a une crise, au moins qu'on puisse vivre avec notre adémé, notre veillie, avec notre com, avec notre fêterie. Et c'est de ça que l'économie sociale veut parler. Monsieur Kouko, merci pour ce déplacement et pour ces explications. C'est moi qui vous très remercie. prochainement, on aura encore besoin de vous sur ce plateau. Merci, je suis à votre disposition. Oui, ce communiqué pour boucler cette édition, il émane du comité de coordination pour les filières café-cacao. Le secrétaire général du dit comité porte à la connaissance des acteurs des filières café-cacao que les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 1er au 15 mai 2022 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint-Robusta, 860 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 930 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de juillet 2022 pour le café et le cacao. Ce communiqué est signé de M. Anselme Gouton, secrétaire général. Eh bien, madame, monsieur, ce sera tout pour l'édition de ce soir. Prochain rendez-vous, mardi à 20h50. Bonne suite de nos programmes et à la prochaine. Au revoir.